Une mission de task force conduite par l'ancien président de la République du Niger, le général de corps d'armée Salou Djibo, a rencontré ce matin les responsables du Kounouta. Plus de précisions sur les échanges dans ce journal-là. Le gouvernement de la 7e République est en passe de battre tous les records en matière d'octroi de permis miniers, de recherche minière. C'est une course à la montre pour les compagnies étrangères. Pourquoi un tel engouement? Élément de réponse dans ce journal-là. Mercredi 16 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec ce communiqué de presse du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR sur la dissolution des conseils d'arrondissement de la ville de Niamey. Dans quelques heures prendront fin les mandats des conseils municipaux de villes et de régions de notre pays. Mandat prorogé pour la 3e fois, chose déjà inédite dans le monde. Le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, dans une déclaration rendue publique le 24 juillet 2017, révélait déjà à la stigmatisation la stratégie antidémocratique et antinationale de Issifou Mahamadou, tendant à tirer en longueur les mandats des entités décentralisées. Ces bricolages politico-juridiques ont conduit au parjure dont est auteur Issifou Mahamadou pour avoir refusé d'obtempérer à l'arrêté numéro 022-CC-ME du 7 mars 2017 de la Cour constitutionnelle ordonnant la tenue de l'élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Issifou Mahamadou, au lieu d'attendre le sort que lui réservaient les institutions de la République pour se parjure, passe à une vitesse supérieure en nous révélant une autre facette de sa personnalité. Un véritable danger pour l'unité de notre peuple. La preuve, Issifou Mahamadou a choisi de manière outrageusement discriminatoire et en violation des dispositions de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger, notamment en son article 177, de dissoudre l'Assemblée des conseils de la seule région de Niamey. En termes clairs, désormais, la région de Niamey, contrairement aux autres régions du pays, n'est plus régie par les prescriptions de l'article 164 de la Constitution, alinéa 1 et 2 qui dispose. Alinéa 1. L'administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. Alinéa 2. Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s'administrent librement par des conseils élus. C'est pourquoi le FRDD est absolument indigné par la dissolution des conseils d'arrondissement et de ville de la région de Niamey qui dénote l'immaturité des inscriptions pyromanes des hommes au gouvernail d'État. Le FRDDR rejette cette décision qui bafoue les principes élémentaires de l'expression de la volonté et qui met en péril la cohésion de notre peuple. Exige par conséquent la tenue de toutes les élections locales sur l'ensemble du territoire national. Fait à Niamey le 16 août 2017. Un autre communiqué de presse, mais cette fois-ci du collectif des organisations de la société civile du Niger. Suite aux attaques terroristes au Niger et dans les autres pays voisins, notamment au Burkina Faso et au Mali, le collectif des organisations de la société civile nigérienne s'inquiète profondément des derniers développements des questions sécuritaires dans le Sahel et du sort des 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa et dont nous sommes toujours sans nouvelles. En conséquence, le collectif exige du gouvernement le déploiement de plus d'efforts, du reste, comme il l'a fait lors de la disparition des 11 policiers dans le désert, afin de retrouver et ramener sains et saufs nos compatriotes. Le collectif saisit cette occasion pour témoigner plus que jamais sa solidarité et son soutien inconditionnel à nos forces de défense et de sécurité. Le collectif des organisations de la société civile nigérienne s'est dit profondément choqué par les attaques survenues ces derniers jours au Burkina Faso et au Mali.
Face à cette situation, le collectif condamne ces attentats ignobles, lâches, criminels et barbares et exhorte les gouvernements des États du Sahel à plus de détermination et de vigilance pour prévenir tous les actes de terrorisme. Le collectif apporte tout son soutien aux familles des personnes enlevées et aux populations de Difa, adresse ses condoléances les plus émues aux familles des victimes, au peuple burkinabé et malien ainsi qu'à leurs autorités, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande aux autorités de redoubler d'efforts afin que l'ennemi soit traqué jusqu'à son dernier retranchement. Enfin, le collectif invite les populations nigériennes, burkinabées et maliennes à se mobiliser pour dénoncer tous les agissements suspects. C'est la façon d'aider nos forces de défense et de sécurité. Fait à Niamey le 15 août 2017 pour le collectif, le président du comité d'organisation, Moussa Adamou. Dans le même cadre, l'ONG MRDFN a rendu publique une déclaration dans laquelle elle fustige l'enlèvement de 39 femmes et enfants. C'était le 2 juillet dernier à Ngalewa dans le département de Ngingimi. La teneur de cette déclaration, c'est dans ce compte rendu signé Abdrazak Hamidou et Aboubakar Souley. Le juillet 2017, dans le département de Ngingimi, le village de Ngalewa a été victime d'une attaque barbare au cours de laquelle 9 personnes ont été tuées et 39 femmes et enfants ont été enlevés par Boko Haram. Depuis, c'est silence radio. Le MRDFN, Mouvement pour le respect des droits des femmes au Niger, rend la déclaration suivante. Après plus de 6 semaines, à la date d'aujourd'hui, aucune source officielle n'a donné d'informations exactes sur leur situation. Où sont ces victimes? Quel sera le sort de ces femmes, filles et jeunes filles? Quelles mesures ont été prises pour leur retour? C'est le lieu ici pour nous de rappeler la situation que vivent les populations de Difa, en particulier les femmes de la région, depuis l'avènement de Boko Haram à aujourd'hui. Étant la couche la plus vulnérable, les femmes de la région de Difa sont doublement victimes. Victimes du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Non seulement absentes dans les négociations et la résolution des conflits, elles sont aussi utilisées par les terroristes de gré ou de force pour poser des actes kamikazes. Et quand elles ne sont pas actrices, ce sont les hommes de leur famille qui se retrouvent enrôlés et elles se retrouvent seules à supporter les enfants et les charges de la famille. Conscientes de tout cela, nous femmes, réunies au sein du MRDFN, imaginons et partageons la douleur des familles des victimes. Réaffirmons notre soutien aux braves femmes de Difa. C'est ainsi que nous rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Présentons nos condoléances et notre compassion les plus sincères aux familles endeuillées. 2. Condamnons avec la plus grande énergie cet enlèvement barbare et inhumain. 3. Réclamons sans condition le retour de nos femmes et enfants. 4. Dénonçons le silence des autorités qui ne partagent pas les informations dans le temps concernant cette situation. 5. Demandons aux médias de s'intéresser au sujet pour un rappel permanent aux autorités et à la population. Depuis cet acte inhumain, plusieurs voix se sont levées pour réclamer le retour des 39 personnes enlevées dans leur foyer. Je l'annonçais en titre, le gouvernement de la 7e République est en passe de battre tous les records en matière d'octroi de permis de recherche minière. En effet, les compagnies minières et pétrolières façonnent depuis près de 10 ans au Niger. Une situation qui amène les Nigériens à se poser 1001 questions sur l'opportunité de l'octroi de ces permis miniers. Élément de réponse à travers ces réponses signé Adamou Soumana. Pays pauvre mais paradoxalement au sous-sol très riche en ressources minières, le Niger est longtemps resté la chasse gardée de l'ancienne puissance coloniale et quelques pays occidentaux dans l'exploitation de ces ressources minières.
Cependant, force est de constater que depuis plus d'une décennie, avec la diversification de ses partenaires dans le secteur minier, le pays fait l'objet d'une convoitise de la part de nombreuses compagnies étrangères. Une convoitise qui suscite beaucoup d'interrogations du côté des acteurs de la société civile nigérienne active dans les industries extractives. Aujourd'hui, tout le monde sait que le secteur minier et pétrolier bat de l'aile. Mais qu'on comprenne que des compagnies, c'est à ce moment que ce gouvernement se met à octroyer des permis à tour de bras, ça, je me dis, ça doit inquiéter plus de Nigériens. Il faut se demander sur quelle base le gouvernement donne ses permis miniers aujourd'hui. Sur quelle base est octroyé à ces compagnies ces permis miniers. Dans le sens où on sait bien que tous les permis qu'on a donnés aujourd'hui, quels sont les permis en exploitation? Il n'y a aucun permis en exploitation. Ces compagnies viennent chez nous prendre seulement les permis et aller spéculer en bourse. Ce qu'on appelle de la spéculation boursière. Et ça ne profite qu'à ces compagnies. Il n'est pas dans leur intention de venir exploiter une ressource particulière au Niger. C'est juste que le lendemain de la prise du permis, vous allez constater que la compagnie a poussé dans la bourse, c'est la bourse de valeur à New York, à Toronto, bien à Tokyo. Et ils font de la spéculation, ils vendent les actions à qui ils veulent, ils se font de l'argent. Le Niger n'a aucun contrôle là-dessus. Et le Niger n'est même pas capable de retirer les permis en cas de manquement de ces compagnies. Je me dis, il faut bien que s'il y a une autorité capable d'investiguer dans ce sens, s'il y a le Parlement qui peut pouvoir investiguer, contrôler l'octroi des permis miniers dans notre pays-là, je crois qu'on doit s'y intéresser. Certains Nigériens doivent se faire de l'argent sur le dos du Niger. Au coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire de renchérir que le cas d'Imouraren est assez illustratif dans le non-respect des principes de l'ITIE en matière d'octroi de permis par l'État nigérien. Le Niger ne respecte aucun principe. Un pays qui ne respecte même pas ses lois et règlements en matière de gouvernance et en matière de gestion des ressources naturelles, et vous parlez de normes internationales, c'est sûr que par rapport à l'ITIE, le Niger doit même dire à qui appartiennent ces compagnies, qui sont les actionnaires de ces compagnies. C'est ce qu'on appelle la propriété réelle. Mais aujourd'hui, quand vous fouillez, vous allez vous retrouver même des personnalités politiques qui sont actionnaires dans certaines compagnies qui prennent des permis miniers pétroliers. Nous avions la preuve. Quoi qu'il en soit, il est grand temps que l'État du Niger fasse preuve non seulement de vigilance, mais aussi et surtout de transparence dans le choix de ses différents partenaires, notamment dans le secteur minier. C'est également un des titres de cette édition. Une séance de travail a regroupé ce matin les responsables du CNUT et une mission de task force conduite par l'ancien président de la République du Niger, le général des corps d'armée Salou Jibo. Au centre des échanges, la libre circulation des personnes et des biens de l'espace communautaire. Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou pour le compte rendu. En ce mercredi 16 août 2017, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT a reçu dans ses locaux la visite d'une mission de task force présidée par l'ancien président de la République du Niger, le général de corps d'armée Jibo Salou. La mission de task force est un vœu des dirigeants de la CEDEAO pour mettre en place un schéma de libération des échanges au sein de l'espace communautaire. Qu'après l'installation de la task force en mai 2016 à Ouagadougou par le président du FASO, pourquoi l'installation à Ouagadougou, pas au Niger ou au Nigeria, où se trouve même la commission? Parce que c'est le président du FASO qui était chargé pour le suivi de l'application effective des tests communautaires relatifs au schéma de libération des échanges. Donc après l'installation de cette task force-là, nous nous sommes retrouvés
les 11 et le 12 août 2016 à Accra, au Ghana, pour adopter donc notre feuille de route et notre plan d'action pour la période de septembre 2016 à décembre 2017. Elle a adopté aussi donc un document présentant l'état des barrières tarifaires, non tarifaires, informelles ou pratiques anormales relevées dans chacun des 15 États membres de la CEDEAO, que nous appelons fiche pays. Le plan d'action donc prévoit l'organisation de missions de plaidoyer dans les 15 États membres donc, de la CEDEAO. Après la présentation et les objectifs de la task force, la directrice générale du CNUT et ses collaborateurs ont pris la parole pour, d'une part, présenter le CNUT et d'autre part, réaffirmer leur collaboration à la task force. Au nom de l'ensemble des chargeurs nigériens, du personnel du CNUT, et au mien propre, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue au sein de notre établissement. La facilitation des échanges à travers la suppression des barrières physiques et tarifaires est désormais une préoccupation mondiale. Pour cela, donc, l'ensemble des conseils des chargeurs africains s'est résolument inscrit dans cette dynamique. Les deux parties ont eu des échanges francs et directs qui vont permettre à la task force de mieux accomplir sa mission. La synergie d'action cause Niger-Sinaseb a animé ce matin un point de presse. Elle fustige les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'évaluation des enseignants contractuels. Asma Osedou et Chebou Gisso. Après la proclamation des résultats des examens des enseignants contractuels créés en mai du 15 et 16 juillet dernier, plusieurs enseignants sont radiés à ce corps, notamment ceux qui n'ont pas composé et ceux qui ont des notes comprises entre 0 et 5 seront reversés dans l'enseignement professionnel et technique. Des décisions rejetées par la synergie cause Niger-Sinaseb à travers ce point de presse au cours duquel cette synergie fustige aussi les conditions dans lesquelles le ministère a organisé ses évaluations. Sur cette question d'évaluation, lorsque ça a été annoncé, la synergie a clairement notifié que l'évaluation est illégale parce que ne respectant pas les dispositions réglementaires du statut général de la fonction publique. Et alors, nous avions annoncé, à qui veut l'entendre, que l'option du gouvernement, c'était d'aller vers la réduction de l'effectif des enseignants au Niger. Lors de la campagne d'information et de sensibilisation du gouvernement, ils avaient clamé haut et fort qu'aucun enseignant ne sera sanctionné par rapport à cette question d'évaluation. Manque de constance. Ils n'ont jamais été constants dans leur position. La preuve, lorsqu'ils étaient ressortis pour donner le bilan, vous l'avez tous suivi, qu'au lieu d'être une formation ou une évaluation formative telle que le ministre Martel l'a dit bien avant, il revient pour se dédire en clamant haut et fort que les enseignants qui se trouvent être dans sa fourchette de 0 à 2,99, c'est-à-dire de 0 à moins 3, ou inférieur à 3, seront remerciés. La synergie cause Niger-Sinaseb rappelle les conditions dans lesquelles un contrat est résilié. Le ministre oublie une chose, que les enseignants dont il est en train de parler ne sont pas les enseignants de 2003, c'est des enseignants de 2017. Nous sommes avec des enseignants qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Les dispositions sont claires pour résilier un contrat. Ni un inspecteur, ni un directeur régional, encore moins lui, le ministre, n'a de compétence à résilier le contrat d'un enseignant. La résiliation doit se faire
après toute une procédure par le ministère de la fonction publique. Mais puisqu'ils sont nuls, et puisqu'ils ne comprennent pas, comment gérer l'administration, ils pensent que non, lorsqu'on se lève le matin, on peut prendre une décision comme ça et ça sera exécuté. Alors qu'ils comprennent qu'il est en train de mettre en danger les inspecteurs et les directeurs régionaux. Pour exprimer son mécontentement aux autorités, la synergie d'action Cause Niger SYNACEP décide de boycotter la rentrée scolaire 2017-2018. Ouverture ce matin au siège de la CDTN d'un atelier de formation sur la coordination nationale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Le dialogue social, état des lieux et perspectives est le thème choisi pour cet atelier qui durera 2 jours. Nafissa Yahaya et Halidou Brema pour le compte rendu. Cet atelier de formation de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, rentre dans le cadre de la coordination nationale de la dite confédération. En effet, 2 jours durant, ces syndicalistes débattront sur le thème « Le dialogue social gage d'une paix sociale dans le monde du travail et au Niger ». La tenue de cette coordination nationale coïncide avec un regain pour la tenue des élections professionnelles après plusieurs reports. La présente instance est une occasion pour nous de réfléchir davantage sur les stratégies à mettre en œuvre pour une victoire certaine de la CDTN. Notre coordination se tient aussi à un moment où perdure le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation. C'est le lieu ici d'appeler les parties prenantes à un apaisement et à l'ouverture de franches négociations dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de l'école publique en particulier et de la nation en général. Nous recommandons vivement au gouvernement et aux partenaires de l'école de créer les conditions d'une bonne rentrée scolaire 2017-2018. Au cours des présentes assises, nous devrons adopter le budget 2018 qui prendra en compte la tenue de notre 4e congrès confédéral et en même temps, nous allons débattre sous forme de panel du thème dialogue social au Niger, état de lieu et perspectives. En présidant la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministère de l'Emploi a réaffirmé le soutien du gouvernement dans cette lancée. Les réflexions que vous aurez à mener pendant la durée programmée pour le déroulement de vos travaux, j'en suis convaincu, aboutiront à des résultats probants quant à la problématique que pose le thème central de cette rencontre, à savoir le dialogue social, gage d'une paix sociale dans le monde du travail et au Niger. Autant vous êtes soucieux de garantir une bonne gestion du dialogue social, autant les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Youssouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigi Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, vous apportent tout leur soutien pour les efforts que vous ne cessez de déployer afin de prévenir les conflits de travail et de maintenir un climat social apaisé dans notre pays. Enfin, le secrétaire général de la CDTN exhorte les participants à plus d'assiduité pour pouvoir exécuter dans le délai prévu l'agenda de cette instance. Arrivés sains et saufs en terre sainte, les pèlerins de l'agence Al-Manasik ont débuté déjà les premiers rites du Hajj. Précision dans cet élément. Partis respectivement les 11 et 12 août par vol régulier et charter, les pèlerins de l'agence Al-Manasik sont bien arrivés à Médine. Logés et hébergés dans des hôtels 4 étoiles de grand standing, ces pèlerins, après 2 jours de repos, ont commencé ce 15 août les étapes de la Ziara par la visite de la mosquée Kaaba. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit à propos de cette mosquée: tout celui qui effectue 2 rakats a le mérite d'une umrah. La deuxième étape a été le mont Oud, là où Hamza, l'oncle du
prophète, paix et salut soit sur lui, est tombé en martyr avec d'autres. La dernière étape de la ziara a été la mosquée à 2 Qibla, dénommée Qiblatayni. Au terme de ces visites, les pèlerins de l'agence Al-Manasik n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes fiers et contents des prestations du service de l'agence Al-Manasik. Nous avons effectué les ziaras dans un bel esprit, dans la paix, la joie. La satisfaction est totale. Nous sommes logés à côté de la mosquée du prophète, paix et salut soit sur lui, que nous rejoignons à peine 5 minutes. Nous sommes bien arrivés à Médine et notre séjour se passe agréablement dans un hôtel confortable qui se trouve à 2 ou 3 minutes de Haram. Nous effectuons des ziyaras comme prévu avec beaucoup de professionnalisme. Nous souhaitons bon vent et beaucoup de réussite et de prospérité à l'agence Al-Manasik. Il faut enfin noter que le départ de ces pèlerins d'Al-Manasik de Médine à la Mecque en passant par Mikat est prévu pour ce jeudi 17 août, Inch'Allah. Problème d'eau au quartier Bokoti. Depuis quelques jours, les habitants de ce quartier sont confrontés à une pénurie d'eau. Un problème qui commence à inquiéter les habitants de ce quartier. N'est-ce pas, Abdelrazak Léo? L'eau est source de vie. Depuis quelques jours, les habitants des quartiers Bokoti et environnants sont confrontés à une pénurie d'eau. Les robinets ne coulent plus ou seulement tard la nuit, ou encore se retrouver par dizaines dans des rares maisons qui ont de l'eau. Depuis le dimanche, lundi, mardi, aujourd'hui c'est le mercredi, 3 jours qu'on n'a pas de l'eau dans le quartier. Juste au Rimbo, Bokoti, on n'a pas de l'eau. Et puis les gens se viennent au forage jusqu'à 20h. Ils ont ici jusqu'à 20h, 21h seuls là. Avec l'État nous aide. C'est la première fois qu'on a eu ça. Parce que maintenant ça fait 3 jours, ils sont en train de même bagarrer ça à cause de ça. Le passé c'est à 10 francs, mais maintenant le bidon c'est à 25 francs, compris ça. Vous savez que c'est augmenté. Ouais. Depuis le matin, 2 à 6 heures, les gens sont venus, sont en train de prendre de l'eau là. Donc nous voulons qu'on nous aide pour arranger notre pompe. Parce que les jeunes, voici une vieille femme là-bas, elle a dit qu'elle n'a rien que savoir qu'elle va de l'eau à boire un peu quoi. Je l'ai dit qu'elle n'a qu'à attendre. Un problème qui oblige les familles à s'en remettre à l'eau des forages, sous peine de rester sans eau toute la journée. Niamey, la capitale du Niger, fait face à des difficultés liées au manque d'hygiène sur les différents aliments vendus dans les carrefours. Ces aliments exposés sont susceptibles d'être source de maladies. C'est dans ce reportage signé par notre stagiaire native Yavourtan et Soumela Abdoulaye. La propriété chasse la maladie, a-t-on coutume de dire. Nombreux sont des vendeurs d'aliments visibles un peu partout sur les grandes voies de Niamey, qui ne se soucient guère de l'aspect hygiène de ces aliments, surtout très sensibles. Souvent, les aliments sont préparés et ils sont vendus parfois à côté des égouts. Vous avez un mouvement entre des vecteurs comme les mouches, des égouts, vers des aliments sains, je suppose, qui même s'ils n'étaient pas sains, que la cuisson, à cause de la chaleur, a pu détruire. Dans ces conditions, vous pouvez avoir des risques de contamination de l'aliment et la personne achète elle-même sa propre maladie. Ces aliments exposés à tout risque de contamination peuvent provoquer les maladies d'origine microbienne, explique le consultant. Toute alimentation doit être saine à la consommation. Et effectivement, ce qui se vend, les produits sont de diverses qualités. Vous avez par exemple les légumes, les fruits, qui sont des produits maraîchers. Si déjà au niveau du maraîchage, l'eau avec laquelle on fait le maraîchage est polluée, ça peut être préjudiciable pour la santé. Souvent les produits sont exposés à même le sol. Il peut y avoir plusieurs types de phénomènes. Le vent peut transporter des substances solides pour les mettre
Et il y a en plus la manipulation au niveau des mains qui font que l'aliment peut se contaminer avec des parasites. Les autorités en charge de l'hygiène et assainissement doivent de ce fait prendre des dispositions pour contrôler la qualité des aliments consommés. Il faut procéder au contrôle et à la vérification de toute la chaîne alimentaire, surtout au niveau des marchés. Ne pas permettre à ce que les gens étalent les aliments à même le sol. Il faut qu'ils aient un minimum de conditions. Si tu veux vendre de l'aliment pour la population, il y a un minimum de conditions. Au niveau des vendeurs, eh bien, vous n'avez pas intérêt à rendre malades vos clients et vos futurs consommateurs. Donc, ils doivent respecter les normes d'hygiène. Une fois ça, aussi au niveau des cuissons, une fois que les aliments sont prêts, s'il vous plaît, il faut couvrir les aliments. L'effet du vent peut amener des éléments pathogènes dedans. Et comme nous l'avons vu aussi, certains vecteurs, comme les mouches, peuvent passer des ordures vers les aliments et là détruire tout le travail que vous avez fait en amont pour respecter les normes d'hygiène et de sécurité pour le consommateur. La notion d'hygiène alimentaire doit être prise en compte pour une alimentation saine des consommateurs. Volet reportage toujours, c'est dans le cadre de la valorisation de la culture nigérienne qu'est né le village artisanal de Wadata, un centre dans lequel est pratiqué divers métiers artisanaux. Suivez ce reportage signé par une de nos stagiaires de l'IFTICA sur les images de Alidou Brema. Créé le 24 avril 1992 au quartier Wadata de Niamey, le village artisanal fait la fierté du Niger à l'intérieur et à l'extérieur. Avec ses quelques 500 artisans et 250 apprentis qui se battent pour confectionner les objets très convoités, avec au total une vingtaine de variétés de métiers. Il y a 25 corps de métiers ici au village artisanal. Le métier le plus dominant, c'est la couture, la maroquinerie, la bijouterie, la cordonnerie. Ce sont les métiers les plus importants. Mais sinon, même au Niger, dans un cadre général, il y a 206 métiers. Cependant, ces derniers temps, le village connaît une baisse de vente à cause des problèmes sécuritaires du pays, se plaignent les artisans. L'écoulement de nos produits, maintenant, on a pas mal de problèmes pour plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le problème d'insécurité qui touche toute la sous-région. Donc, vous savez très bien que le Nigérien ne veut pas consommer nigérien. Le marché, ça va. Les clients viennent, mais à compte-gouttes. Ces derniers temps, la situation est difficile. Mais Dieu merci. Nous confectionnons toutes sortes de chaussures fermées que tu connais. Ça va, nous arrivons à satisfaire nos besoins. Vraiment, Dieu merci, c'est mieux que rien. Face à la mévente des produits, les artisans lancent cet appel aux autorités, mais aussi à la population de consommer les produits locaux. C'est pour juste lancer un appel au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de créer un mécanisme pour l'écoulement de nos produits. Sinon, si on peut rester comme ça, je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? C'est les locaux. Les locaux, il faut le maximum. Ce que je veux dire, ils achètent des petits produits. Un produit qui ne dépasse pas 2 à 2500. Vous savez, il y a une concurrence entre nous, les pays, par exemple, développés, comme la Chine, qui nous amène beaucoup de produits synthétiques en plastique. Et nous, c'est un cuir naturel 100%. Et vraiment, il y a une différence entre les produits. L'artisanat nigérien fait parler du Niger à travers le monde mérite une attention particulière car il contribue au développement économique du pays. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.